Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 18 novembre 2021. Je vais vous partager aujourd'hui le parcours d'une idée. C'est intéressant comme concept. Alors, très succinctement, ça part d'une phrase que j'ai lue dans un livre de Byron Katie, qui était: quand vous avez pardonné à quelqu'un à 99%, le 1% qu'il vous reste est le lieu même où vous êtes bloqué dans toutes vos relations, y compris la relation à vous-même. Ça, c'est génial, à méditer, à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je n'ai pas complètement pardonné? Qu'est-ce qui me pose problème encore? Et même là où vous croyez que c'est ouais, non, ça va, c'est bon, ça va, non, c'est bon, c'est un couvercle que l'on met pour ne pas aller voir les petites choses qui restent à gratter. Et comme dit Katie, les petites choses qui restent à gratter, enfin interprétées par Sandrine bien sûr, les petites choses qui restent à gratter, c'est effectivement ce qui me permettrait de faire un grand pas dans l'amour de moi-même, puisque c'est toujours là qu'on en est. Ce qui se passe ici se reproduit à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur est donc la cristallisation, la reproduction de ce qui se passe ici, de moi à moi. Pourquoi je parle de parcours d'une idée? Parce que je voudrais vous montrer, dans un cas précis, effectivement, le cheminement, le processus du parcours d'une idée et peut-être comment on peut arriver à un pardon complet. Ou plutôt comment on peut arriver à nettoyer tout ce qui reste à nettoyer à partir d'une situation simple. Alors je prends l'exemple. Imaginons que je suis étudiante et que je passe demain, ou plutôt que j'ai passé hier, ça sera plus simple, un examen très important pour la suite de ma carrière, enfin, ou même pour le début de ma carrière professionnelle. C'est vraiment une étape pour moi. Et j'ai un ami très proche, dont j'attendais évidemment un soutien, un petit SMS, un coup de fil, quelque chose pour me dire voilà, je suis là, je pense à toi, bonne chance pour demain, et je n'ai rien reçu. Ok. Peut-être que la première réaction, quand je découvre le jour de l'examen que je n'ai rien reçu, c'est la déception, la colère, l'indignation, comment je me sens. Et puis peut-être qu'une fois l'examen passé, voilà, il y a un pardon qui est fait. Oui, bon, bah voilà, il m'a oublié, mais c'est vrai que il a une vie très très complète. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il tient à moi, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre le couvercle pour pas aller voir quel est le problème, en fait. Donc oui, non, ça va, bien sûr, ok, j'ai pardonné. Mais en fait, à l'intérieur, et vous la connaissez, cette petite sensation, ça titille. Ça titille. Il y a un petit agacement, et ça, c'est le signe que là, il y a un beau travail à faire. Il y a un beau nettoyage. Alors, on va essayer d'aller voir. Pourquoi ça titille? Je lui ai pardonné. Ok, mais allons voir qu'est-ce qui me pose encore problème. Alors, ce que je vais vous donner, c'est un exemple et c'est pas toutes les réponses possibles, bien sûr. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit, à moi, Sandrine, interprété par le filtre de Sandrine. Donc, à vous de trouver vos propres scénarios en partant d'une situation. Et vous pourriez vous imaginer dans celle-ci et voir qu'est-ce qui vous titillerait. Et d'ailleurs, ce serait un travail à faire. Coupez la vidéo, prenez une feuille et notez qu'est-ce qui me poserait problème dans cette situation. Et ça sera l'occasion de nettoyer quelques croyances et de vous alléger dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui, moi, Sandrine, me gênerait si j'écoutais bien mon ego? Eh ben, un ami, c'est quand même censé être un soutien, quoi. C'est censé être là pour vous. S'il faut lui rappeler de penser à moi, c'est pas un ami. Ok.
Première croyance. Deuxième croyance. Effectivement, s'il m'appelle pas, s'il pense pas à moi, c'est qu'il m'aime pas. Deuxième croyance, liée à la première, sur les conséquences. Ok, s'il pense pas à moi, ça veut dire que. S'il ne m'appelle pas, ça veut dire que. Ça aussi, c'est intéressant à compléter pour aller voir. Qu'est-ce que je me raconte dans mes scénarios? Est-ce qu'il y a une troisième chose qui pourrait titiller? Voyons, il ne m'a pas appelé, donc il pense pas à moi, donc il ne m'aime pas. Ça pourrait être, si on a une blessure de rejet, c'est qu'en réalité, il veut pas de moi. Je peux imaginer après, c'est parce qu'en fait, il m'utilise pour certaines choses. Quand il a envie d'aller au ciné, il m'appelle, mais sinon, en réalité, il s'en fiche de moi. Ça peut être que je n'ai pas de valeur à ses yeux, si on a une blessure de valorisation, ce que nous avons à peu près tous, mais on se sent dévalorisé par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La blessure d'injustice qui remonte. C'est injuste après ce que moi j'ai fait pour lui la dernière fois, je l'ai appelé, je pense à lui, lui me rend pas l'appareil. Plein de filtres, plein de façons d'interpréter la même situation suivant ce que j'ai à l'intérieur de moi. Dit autrement, il ne m'appelle pas. Ça, c'est observable, ce qu'on pourrait appeler la réalité, tout en sachant, vous le savez bien, que la réalité n'existe pas en tant qu'absolu. Ok, il ne m'appelle pas. Vous voyez que ça dépend non pas de ce qui se passe en face, c'est toujours la même situation, il n'appelle pas. Mais c'est comment j'interprète. Donc ça m'est vraiment propre. Et c'est là où on voit effectivement qu'est-ce que je porte en moi. Si je me dis qu'il m'utilise, je suis dans une blessure qui est vraiment devant de « je n'ai pas de valeur, on m'utilise, ok ». Et après, je retourne ça à l'intérieur de moi. Je m'utilise moi-même pour obtenir quelque chose. Peut-être que je m'utilise moi-même dans le rapport aux autres. Peut-être que je me sers de ma séduction pour obtenir quelque chose. J'utilise ce corps pour obtenir la reconnaissance, l'approbation, des choses matérielles, sans parler de prostitution, hein, mais voilà, le rendre service pour obtenir la reconnaissance. Je suis fatiguée, mais je vais rendre service. Je m'utilise, j'utilise ce corps, bien qu'il soit fatigué, pour obtenir que l'on me dise « Oh, c'est gentil, c'est bien. Oh, t'es vraiment quelqu'un de bien. » Ça peut être ça. Le premier exemple, c'était il pense pas à moi. Hein, quelque chose d'un peu plus doux. Ok, il ne pense pas à moi. Je retourne ça vers moi. Je ne pense pas à moi. En quoi je ne pense pas à moi? Et trouvons dans notre vie quotidienne en quoi nous ne pensons pas à nous. Comprenez que dans le fonctionnement de notre vie, ce que nous voyons à l'extérieur est là pour nous montrer qu'il y a un problème intérieur. C'est notre job de résoudre ce problème. Et quand je pense à moi, quand je résous ce problème et que je pense à moi, quelle importance que les autres pensent à moi quand je suis remplie de gratitude envers moi-même parce que je me sens entendue, écoutée, reconnue par moi-même. C'est comme si vous aviez un frigo plein de nourriture et que quelqu'un vous apporte un carré de chocolat. Vous en foutez complètement de son carré de chocolat. C'est gentil, l'attention est gentille, mais ça n'a aucune importance de votre vie. Par contre, quand votre frigo il est vide, quand vous n'avez ni reconnaissance, ni amour, ni estime de vous, ni attention, ni rien, ce carré de chocolat, il est en train de vous sauver la vie. Vous voyez la différence? Tout part de vous. L'importance de la relation aux autres vous montre le peu d'importance de la relation à vous-même. Si j'accorde autant d'importance à ce que disent les autres, à ce que pensent les autres de moi, aux autres par rapport à moi, veut dire que proportionnellement, moi, l'importance que je m'apporte à l'intérieur de moi, elle est proportionnellement d'autant plus petite. Plus c'est important, moins il y a d'intention ici. Continuons sur cette idée.
Dans mon fonctionnement intérieur, un ami, je pars de la croyance de base qu'un ami est censé se comporter de telle et telle façon. Inconsciemment, il y a cette croyance. C'est quoi un ami pour vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Un ami, c'est censé et compléter. Peut-être que vous aurez 2 lignes, peut-être que vous en aurez 10. Quand je crois, et c'est peut-être le cas, ou peut-être pas, quand je crois qu'un ami, c'est censé me soutenir quand j'ai besoin de lui. À partir du moment où dans mon esprit, je dis bien dans mon esprit, pas dans la réalité, je juge qu'il ne m'a pas soutenu. Ça veut dire, et là on va passer dans toc le fonctionnement inconscient. Inconsciemment, je fonctionne en mode binaire, j'ai 2 cases, pas 4, 2 cases, bien, mal, vrai, faux, ami, ennemi. Dans ce mode binaire, dans mon inconscient, bien c'est récompensé, mal c'est puni, notre conditionnement de base. Quand je considère que mon ami était censé faire de telle façon, il n'a pas rempli son contrat d'ami. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire en tant qu'ami, est-ce que il reste mon ami inconsciemment? Il y a une part qui va dans le non. Il y a une part qui se dit « j'ai perdu un ami ». Vous voyez pourquoi je raisonne comme ça? C'est des mathématiques. Si ami égale appel, pas d'appel égale pas ami. Il y a quelque chose de cet ordre-là à l'intérieur de nous, plus ou moins. Et vous allez le savoir suivant la quantité d'émotions négatives. Si c'est quasiment zen, cette croyance-là est très peu forte. Si par contre, vous êtes dans une colère, une déception importante, cette croyance-là est importante. Elle est forte en vous. Elle prend beaucoup de place. Et donc, si je crois que je n'ai plus d'amis, quelque part, je me sens abandonnée. Ok, le parcours d'une idée. On est parti de là. L'interprétation de pas d'appel. Il ne rentre plus dans le moule de l'ami. À partir du moment où il rentre plus dans le moule de l'ami, ce n'est plus un ami. Continuons notre parcours. Alors je vais redécaler vers la gauche parce que j'ai plus de place. Ok, on en est arrivé là. Je n'ai plus d'amis. On est dans l'inconscient. Je n'ai plus d'amis. J'ai perdu un ami. Est-ce que c'est une récompense ou une punition? Comment mon inconscient interprète ça? Si j'ai perdu un ami, j'ai perdu quelqu'un qui m'aime. Je ne suis plus aimé par cette personne. Depuis petit, on a appris que quand c'était mal, on recevait de la négativité, de la violence de l'autre, soit on était privé de son amour. Donc notre inconscient, pour lui, ok, j'ai perdu cet ami, donc je suis puni. Et là, c'est passionnant, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, la colère que vous éprouvez, contre l'autre, croyez-vous, vous le jugez, dites quand même, il n'aurait pas dû faire ça. C'est pas en fait de l'autre que vous êtes en train de parler. Et cette colère, cette déception, cette tristesse, elle ne parle pas de l'autre. Elle parle du fait qu'intérieurement, vous êtes en train d'en être à cet épisode-là. Et qu'est-ce qui se passe à cet épisode-là? Je suis puni. Vous interprétez un événement comme une punition. Et quand on est puni, quand on est petit, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. C'est qu'on est responsable, coupable même. C'est ce qu'on apprend, d'avoir fait quelque chose de mal. Ok. Et quand on est coupable d'avoir fait quelque chose de mal, est-ce qu'on peut être fier de soi et s'aimer? Ben non. C'est mal, faut qu'on ait honte de nous. Ça fait partie de notre endoctrinement, c'est terrible. Hein. Il y a ce côté honte. C'est quoi la honte? C'est le fait de refermer son cœur à soi-même, de se rétracter, voire de disparaître. Et donc, inconsciemment, cette idée continue à avancer à l'intérieur de nous pour nous amener à notre
à aller vers notre conditionnement primaire qui est que si je reçois quelque chose de négatif, là, donc j'en suis à l'absence d'amour, c'est-à-dire une punition, je dois cesser de m'aimer moi-même. Mon cœur se ferme, plus ou moins, suivant la force de la croyance initiale, mais il se ferme un peu quand même, quoi qu'il en soit. Et en fait, la colère et la tristesse, elle est là. Elle est au fait que nous cessons de nous aimer à ce moment-là et que nous sommes dans la souffrance parce que nous nous déconnectons de notre état de bienveillance naturelle pour passer avec un cœur fermé. Et la colère, c'est mais j'ai envie moi d'être aimé, j'ai envie de m'aimer en réalité, pas d'être aimé par l'autre. J'ai envie de garder un cœur ouvert parce que c'est là que je me sens bien. Parce que c'est aimer que je veux vivre. L'amour, c'est dans l'amour que je veux vivre. Vous voyez ? Mon conscient va s'en prendre à l'autre en disant que c'est de sa faute. Et en réalité, regardez qu'à dans tout le parcours de votre idée, l'autre n'est pas présent. Physiquement, il n'est pas là, il n'a rien fait. C'est votre idée, la succession, ce parcours qui nous amène à la souffrance. Mais en réalité, l'autre, il est toujours pas arrivé dans cette histoire. C'est comment je m'inflige de la souffrance. Il y a une chose que je voudrais rajouter par rapport à ça. C'est l'histoire de la double peine que je constate chez moi ces derniers temps. Enfin, ça a toujours été, mais j'en prends conscience davantage. C'est l'idée que, pourquoi je parle de double peine ? Par exemple, quand je veux me coucher tôt, je sens que mon corps est fatigué, allez, je sens que j'ai besoin de me coucher tôt, et puis je fais un truc, et puis un autre, et puis, mais ça, faut que je le range avant d'aller me coucher, et finalement, je m'aperçois que je me couche 1h, 1h30 plus tard, et que là où je voulais me coucher tôt, finalement, je me couche à la même heure, voire plus tard que d'habitude. Première peine, eh bien, je suis fatiguée. Là où je sentais la fatigue, en fait, je me suis retrouvée à me fatiguer davantage. Quand j'ai dit « Allez, je vais me coucher », c'est le moment où j'aurais eu besoin. La première peine, elle est dans le fait que je n'ai pas entendu ce besoin. Et la double peine, c'est le fait que je sois en colère contre moi pour ne pas avoir écouté mon corps 1 heure avant, pour ne pas m'être couché. Mais c'est quoi ce truc de la double peine ? C'est en fait extrêmement pervers, c'est lié à notre négativité. Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre à ce point-là où je sens que je suis fatiguée, qu'est-ce qui m'empêche d'aller me coucher maintenant ? Eh bien, c'est ma négativité qui va me pousser dans le déséquilibre, c'est-à-dire qu'elle va refermer ma vision, me concentrer sur quelque chose qui me fait perdre le contact avec moi-même, la notion du temps, le ressenti. Je suis dans le faire et j'oublie l'être. Et 1h30 plus tard, quand je reprends conscience avec l'être, quelle heure il est ? Oh mon Dieu ! Oh, je suis crevée, oh non ! C'est encore la négativité qui vient me culpabiliser inconsciemment parce que c'est mal ce que je viens de faire. Dans mon ego et à l'intérieur de moi, je suis dans la colère. C'est l'ego qui est en colère sur le fait que je n'ai pas réussi à atteindre un objectif. Mais je ne peux pas atteindre un objectif. Je ne peux pas l'atteindre puisque ma négativité m'en empêche. Et c'est elle-même qui va augmenter la colère et vraiment me la faire sentir parce que je souffre avec cette double peine. Quoi qu'il en soit, je souffre et 2 fois plus. Donc la négativité, elle est contente. Super, j'ai bien mangé ce soir. Je vais m'arrêter là sur cet exemple. Mais ce que je voudrais que vous compreniez,
à travers la double peine et à travers l'exemple du pardon. C'est que la seule chose dont nous avons besoin, c'est de la bienveillance envers nous-mêmes. La bienveillance, c'est déjà accepter, pour en revenir à cette double peine, que je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux à chaque instant. Et si je ne peux pas faire les choses, c'est qu'il y a une raison, une bonne raison, une valable, une qui est toujours extraordinairement valable. Mais on ne la connaît pas, mais elle est là. Parce que sinon je ferais autrement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est pareil pour l'autre. Mon ami, quand il n'appelle pas, il a une raison qui est extraordinairement valable pour lui. Et si je comprends qu'il y a une raison, il y a une raison extraordinairement valable aussi pour moi au fait qu'il ne m'appelle pas, je vais pouvoir trouver de la paix. Et la raison extraordinairement valable que je vois au fait qu'il ne m'appelle pas, c'est la possibilité merveilleuse que la vie est en train de me laisser de vivre ce qu'on appelle une épreuve, c'est-à-dire une occasion d'aller voir où est-ce qu'il y a un problème ici. Qu'est-ce que je crois qui me fait souffrir? Ce n'est jamais l'autre qui nous fait souffrir. Ce sont toujours nos croyances sur l'autre. Donc l'autre est là pour nous montrer ce qui est ici. Et c'est ici que la douleur elle est. Et c'est ici que la croyance nous sépare de la bienveillance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, des partages. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.